Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 21 mai 2024. Je vais vous présenter l'actu crypto de ce début de semaine. Avant de commencer, je voulais juste un petit peu signaler que moi en fait j'ai un travail et que même si j'aime beaucoup ce que je fais, j'ai un travail donc j'ai pas énormément de temps. Donc en fait, vous ne me verrez pas préparer. Tout ce que je fais, c'est vraiment improvisé. C'est-à-dire que bien sûr, je regarde l'actualité, je regarde les articles, je fouille, etc. Mais je ne fais pas une présentation où je fais vraiment à l'improvisation directement. Et je préfère faire comme ça, même si c'est un peu plus le bordel. Personnellement, je préfère faire les choses comme ça. Pour moi, c'est un petit peu plus on va dire, réel et humain que de préparer des choses avec des articles et que de les synthétiser. Il y en a même qui le font avec ChatGPT. En tout cas, c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc, je préfère faire vraiment en freelance comme ça. C'est un peu de l'impro. Donc, il peut y avoir des boulettes, bien sûr. Mais en tout cas, je continue de cette façon-là parce que c'est cette façon-là qui me plaît. Donc, on va commencer l'actualité. On parlera de l'actu générale qui est liée à la crypto-monnaie. Et ensuite, on parlera bien sûr essentiellement du XRP, de législation aux États-Unis qui vraiment est très important. Et pour terminer, je parlerai d'une crypto que je ne parle jamais, mais que je suis beaucoup, c'est Velo. Parce qu'en fait, quand j'avais décidé de m'intéresser aux paiements transfrontaliers, j'avais aussi j'étais sur SHX, donc sur Stronghold, mais bien sûr il y avait Vélo qui me faisait de l'œil, mais j'ai pas les moyens d'investir sur les deux. Mais pour moi les deux c'est vraiment équivalent, voire même pour le rendement, je pense même que Vélo fera peut-être un peu plus de rendement que SHX. Et donc je vais vous parler de Vélo un petit peu parce qu'il y a quand même des nouvelles qui sont intéressantes, même si je suis pas dessus. Et on terminera par la minute complotiste. Donc on va commencer, je pense que vous l'avez vu, tout est dans le vert, avec l'annonce entre autres que sûrement le ETF de Ethereum va être accepté. Donc on verra. En tout cas, les probabilités sont de plus en plus importantes, ce qui est pas mal pour le XRP, parce que je pense que ça sera l'un des suivants si le TH Ethereum se met en place. Voilà. Donc on va commencer l'actualité et là ça ne sera pas par la crypto-monnaie. Je parle pas beaucoup de tout ce qui est crowdfunding, etc. en ce moment parce que tout simplement vraiment on est axé sur la crypto-monnaie, mais ensuite je parlerai plus de crowdfunding tout simplement parce que j'investis, je diversifie, il ne faut pas rester que sur la crypto-monnaie. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez cette application, Lander Market, où j'ai des fonds dessus, qui ont fait tout simplement une migration et ils ont fait une nouvelle plateforme et c'est le 2.0. Donc, les personnes qui sont sur Lander Market et qui ne voient pas sur Lander Market.20 leur solde, il ne faut pas s'inquiéter, c'est que déjà il y a un temps de latence et puis si vous n'avez pas reçu sur l'ancienne application, vous avez des paiements en attente, il faut attendre que ces paiements soient positionnés pour ensuite qu'ils puissent être migrés sur l'Under Market, l'application 2.0. Voilà. Sinon, ça ne change rien. Vous inquiétez pas, l'application fonctionne toujours avec des taux assez intéressants, entre 8 jusqu'à 15 bien sûr. Le crowdfunding, il y a des retards sur les paiements, ce qui est un petit peu normal et je pense qu'avec la crise qui arrive, ça sera un petit peu plus dur d'investir dans le crowdfunding. Si vous voulez des paiements vraiment réguliers, je pense qu'il y aura des retards, ce qui est un petit peu logique avec la crise qui arrive. On va commencer l'actualité, je l'avais tout simplement mis en poste. On a un représentant, un sénateur du Kentucky qui propose une loi, mais qui est appuyé par pas mal de républicains et qui annonce l'introduction de HR 8420, la loi sur l'abolition de la Federal Reserve Board. La loi du républicain Massey abolit le conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et des banques de la Réserve fédérale. Alors c'est chaud, il abroge également la Federal Reserve Act, la loi de 1913 qui a créé le Federal Reserve System. Alors là, vous allez me dire que c'est trop gros.
en fait, je pense que si les républicains sont élus, ça va dégager. Ça ne veut pas dire que ces gens vont être en difficulté. Je pense qu'avec le nouveau système financier, ils sont positionnés dessus. Ça change rien. C'est juste que ça change pas. C'est juste que maintenant, ça sera décentralisé. Et je pense que vous inquiétez pas, les gens qui. Je vous rappelle que la réserve fédérale, c'est privé. Je ne sais pas si vous imaginez cette banque. C'est une banque qui est privée et qui prête de l'argent tout simplement avec des intérêts dans les États. C'est comme ça qu'ils ont enchaîné avec ce système qu'ils ont enchaîné depuis leur création en 1913, qu'ils ont enchaîné les États et les États-Unis tout simplement, alors que normalement ça serait aux banques de pouvoir créer de la monnaie. Non, là c'est une banque privée qui crée de la monnaie pour des gouvernements et qui ensuite les enchaîne et qui évidemment pensait bien que tout ce qui est ensuite politique, bah, c'est ceux qui prêtent l'argent qui tout simplement décident des choses. C'est un peu comme le chef d'orchestre, c'est celui qui paye le chef d'orchestre qui choisit la musique, c'est exactement la même chose. Et juste pour pas faire le complotiste, avant cette loi de 1913, il y avait beaucoup de milliardaires qui ont été contre le fait que ça soit la Fed qui est privée, qui eh bien, gère les États-Unis et qui crée cette Federal Reserve System. Déjà, quand on voit le mot Federal Reserve System, c'est privé, donc c'est pas fédéral. Déjà, rien que dans le mot, il y a déjà des mensonges. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un lien, alors j'en parlerai peut-être un jour, avec le Titanic, où vous avez des milliardaires qui s'opposaient justement à cette création, et comme par hasard, ils sont tous morts dans le Titanic. Voilà. Bon, je ne vais pas commencer à faire le complotiste, mais à vous de faire vos propres recherches. Donc cette loi, eh bien, si elle est votée, elle va tout simplement enlever ce pouvoir de la Fed. Et là, on voit quand même qu'il y a énormément de républicains et de sénateurs républicains qui sont tout simplement qui appuient cette loi. Donc à voir comment ça va évoluer. Alors, il faut savoir que ça a été introduit déjà par Ron Paul en 2009 et on va voir comment ça évolue. Mais de toute façon, pour avoir un nouveau système financier, il faut détruire ce système. Et donc, je pense que la réserve va être zappée. On continue sur l'actualité. Et juste pour vous prouver que si c'est Trump qui est élu, ça risque de dégager, voilà, ça c'est un article de 2016, c'est pas récent, c'était juste avant son élection. Trump rencontre un ancien PDG de la banque qui veut abolir la réserve fédérale et revenir à l'étalon or. C'est exactement ce qui arrive, on va revenir de toute façon, ça va être le Bretton Woods 3.0 et on va revenir à l'étalon or. Alors que la transition du président élu Donald Trump se poursuit, de plus en plus d'attention est accordée aux sélections possibles pour une variété de postes de haut rang et de réunions qui pourrait aider à décider de ses nominations. Trump rencontrera John Allison, l'ancien PDG de la banque BBT et du groupe de réflexion libertaire Cato Institute. Et là, on voit que en fait, ils veulent tout simplement déclarer que le simple fait de permettre au marché de se réguler serait préférable à la fête, ce qui nuirait à la stabilité du système financier. Et alors là, c'est complètement ça, lorsque la Fed modifie radicalement la masse monétaire, fausse les taux d'intérêt et surrégule le secteur financier, il est difficile de calculer une économie rationnelle. Les marchés forment des bulles, mais la Fed les aggrave. Après, c'est de toute façon leur intérêt. Le but, c'est aussi l'inflation. Voilà. Allison a également suggéré que la pratique du gouvernement d'assurer les dépôts bancaires jusqu'à 250 000 $ devrait être abolie et que les États-Unis devraient revenir à un système bancaire soutenu par un standard de marché comme l'or. Donc on voit que Trump, lui, est pareil, je pense qu'il est même si de toute façon c'est tous qui sont tous dirigés par des gens au-dessus, mais en tout cas il a pour objectif, et il a sûrement pour ordre, de revenir et de tout simplement détruire le dollar pour arriver sur ce nouveau système financier qui est basé sur l'internet de la valeur et qui sera backé sur l'or à nouveau. Donc ça, c'était la nouvelle d'hier soir. Les chances d'approbation des ETF
Ethereum s'améliore car il semble que l'administrateur de Biden veut sembler plus favorable aux cryptos. Donc là, il commence à retourner un petit peu sa veste. Biden, parce qu'il voit que il y a pas mal de... parce que tout simplement Trump a dit qu'il était pour la crypto-monnaie, donc l'autre il essaye de gratter un petit peu aussi des électeurs, donc il change un petit peu sa veste, tout simplement. Là, on a l'argent qui a passé les 30 $. Et comme je vous l'avais déjà annoncé il y a plus d'un an, ça c'est que le début. Ça va augmenter. Tout ce qui est matière première, ça va pomper. Et je pense, en tout cas moi en tout cas, j'ai investi un peu dans tout ce qui est les entreprises pétrolières et aussi même dans des barils un petit peu, pas énormément, hein, je suis pas riche, mais un petit peu dans le pétrole. Pourquoi? Parce que avec les guerres, eh bien, le pétrole va augmenter et voilà, donc après on peut faire une plus-value sur les commodités, sur les matières premières. Je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Malheureusement, si le pétrole augmente, je pense que vous savez ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une big inflation, et ça par contre ça va faire mal. C'est pour ça que pour garder notre pouvoir d'achat, on est obligé de faire des plus-values, de chercher à gagner de l'argent pour pas en perdre, tout simplement, pour garder notre pouvoir d'achat. En parlant justement de l'argent, eh bien moi personnellement j'ai un petit peu sur Gold Avenue où vous pouvez acheter pas mal de pièces. Et ce qui est intéressant, c'est que les coffres c'est pas payant, c'est gratuit, en tout cas pour jusqu'à 10 000 euros. Vous pouvez garder dans leur coffre-fort ces pièces ou ces lingots, etc. Jusqu'à 10 000. On peut voir que ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait une pièce d'argent Ethereum, ils ont fait une pièce d'argent Bitcoin. Voilà, moi personnellement, je prends de temps en temps celui-là, le 100 grammes lingotin d'argent Lady Fortuna, qui est agréé par le PAMP, voilà, suisse, et j'en prends quand je peux, hein, bien sûr. C'est quand même 125 euros plus la marge. Il y a la marge. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une petite promo que j'ai vue sur la marge justement sur cette pièce, mais là c'est une pièce d'or, par contre ça fait mal, c'est quand même 2200 cette pièce, un once de pièce d'or, et là il y a 50% de remise sur la marge pour cette pièce, voilà. En tout cas, vous avez un lien en bas de la vidéo si Gold Avenue vous intéresse pour acheter. Il est, enfin, en tout cas, c'est pas un conseil en investissement, mais je pense que l'or et l'argent vont encore flamber. Ça va vraiment flamber et pour l'instant, il est encore temps d'acheter des pièces. C'est pas dit qu'à un moment donné, on vous bloque pour acheter des pièces. Alors vous allez me dire, mais pourquoi j'achète pas de ETF? Les ETF, peut y avoir des régulations, ils peuvent bloquer. Donc c'est un petit peu, ça peut être un petit peu chaud, mais ça peut être aussi une opportunité. C'est l'avantage de l'ETF, c'est que vous pouvez revendre très facilement et au niveau des frais, des impositions, c'est quand même moins important. On continue, on a la Russie qui gèle, il y a le retour de bâton, la Russie qui gèle maintenant la Deutsche Bank, la Commerzbank et l'Unicredit Asset italienne. Voilà, donc c'est une guerre commerciale et monétaire et ça continue. On a un article ici de Intel Drop qui dit que, et ça c'est vrai que c'est pas bon, ça sent mauvais, l'Ukraine a intensifié ses attaques contre les régions frontalières russes en utilisant des missiles et des bombes fournies par l'OTAN. Les fragments de munitions AGM, ARM, HIMARS et Storm Shadow abattus de leur position Army 2023. On a l'Occident, une nouvelle escalade en armant l'Ukraine risque en l'encourageant à frapper le territoire russe. Donc en fait on a l'OTAN qui chatouille de plus en plus et la guerre de proxy commence à ne plus être une guerre de proxy. On sait qu'il y a des troupes qui sont actuellement en Ukraine, même des troupes de plusieurs pays de l'OTAN et les États-Unis, et bien sûr je ne sais pas si pendant encore longtemps les Russes vont laisser faire ça sans intervenir sur ces pays qui aident et qui maintenant
donne des armes, mais aussi envoie des troupes. Et je pense qu'à un moment donné, il va y avoir le retour de bâton et ça va faire très mal. Enfin, je l'espère pas, mais en tout cas, si l'OTAN continue, il va y avoir un retour de bâton. Je trouve que la Russie, pour ma part, je trouve que pour l'instant, elle est très patiente, mais je ne sais pas si elle va pouvoir tenir très longtemps cette patience. En tout cas, c'est mon avis. On continue et on a la Banque d'Amérique qui rachète le portefeuille des prêts multifamiliaux de la fédérale. Alors attendez, la Fédérale Banque. Voilà. Donc imaginez, ils ont acheté ça pour 3 billions et en fait ça va leur coûter rien du tout. Et comme je vous ai dit, je vous invite à lire The Great Taking parce que les prêts, vous voyez toutes ces banques et JP Morgan l'autre jour qui a racheté aussi, ils rachètent ces prêts pour que dalle. Mais si vous n'êtes pas capable de rembourser vos prêts, vous allez voir ce que c'est, lisez le The Great Taking, vous allez voir ce que vous avez mis en collatéral ou autre, vous allez voir que ils vont vous l'accaparer. On continue. La dernière fois, je vous avais parlé de Warren Buffett qui vendait ses actions. La fois d'avant, c'était le PDG de Meta. Et là, c'est une grosse boîte immobilière qui s'appelle Cushman Wakefield, qui est assez connue, qui vend pour 21,51 millions d'actions. Pareil, ils savent ce qui s'en vient. Et ils vendent avant pour aussi avoir de la liquidité pour pouvoir acheter des choses intéressantes. Donc on peut, enfin en tout cas moi, utiliser cette stratégie, c'est-à-dire une fois que j'ai fait mes gains crypto, rien ne va m'empêcher de pouvoir utiliser ces gains pour, une fois qu'il y a un écroulement des actions, de pouvoir acheter des actions qui peuvent être intéressantes. En tout cas pour ma part, je pense que ça fera partie de ma stratégie. Quand tout s'écroule, malheureusement, c'est là où il faut acheter les choses. Bien sûr, ça fait peur, mais c'est comme ça que les gens deviennent très riches. On continue et on a le Venezuela qui réduit ses opérations minières pour alléger la contrainte du réseau électrique. Alors on sait que au Venezuela, tout n'est pas rose au niveau du réseau électrique, et donc ils disent que apparemment, eh bien, le minage de crypto-monnaies joue sur en fait la puissance électrique, et donc que ça bouffe un peu trop d'électricité et ça joue sur les infrastructures énergétiques qui sont effectivement assez fragiles au Venezuela. Voilà. Alors il faut savoir aussi que les gens ne le savent pas, mais au Venezuela, vous payez que dalle en eau ou en consommation énergétique, vous payez vraiment que dalle. C'est l'État qui paye une grande partie et vous payez pas grand chose. Vraiment, c'est vraiment que dalle. On continue. Hop. Et là, une dernière nouvelle avant de passer sur XRP. Et cette nouvelle, par contre, moi, ça m'a un peu époustouflé. C'est les câbles sous-marins sont vulnérables à l'espionnage des navires de réparation chinois. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les Américains, c'est pas eux qui gèrent les réparations sur leurs câbles, ce sont ils utilisent en fait des entreprises privées qui sont, ceux qui le font bien, c'est les Chinois. Et donc, imaginez, c'est des navires chinois qui réparent les câbles sous-marins des Américains. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, au niveau de l'espionnage, c'est super facile à pouvoir espionner le trafic Internet, puisque c'est eux qui... et donc, c'est hallucinant que ça soit comme ça. Et si un jour ça pète vraiment entre les deux, je pense que vous comprenez ce qui peut se passer pour l'Internet des Américains, entre autres, aussi à mon avis des Canadiens, et peut-être c'est pour ça que nous avons aussi des systèmes de paiement offline qui se mettent en place, et surtout comme vous l'avez déjà vu avec par exemple SpaceChain ou
avec Elon Musk qui font des choses maintenant par satellite. À mon avis, c'est pas pour rien. Et Musk va être blindé une fois que l'internet ne fonctionnera plus des câbles. Lui, avec ses satellites, il va gagner énormément d'argent. Je vois les choses comme ça dans les années futures. On va passer maintenant aux actualités sur le XRP et sur quelque chose d'important, c'est cette loi qui va être votée, qui s'appelle la FIT 21. C'est un projet de loi historique sur la cryptographie qui approche d'un vote au Congrès. Le président des actifs numériques de la Chambre voit une voie à suivre. Et cette loi s'appelle la FIT 21 et elle va logiquement bientôt être votée et ça va permettre, en fait, cette loi va permettre, eh bien, c'est un projet de loi en fait qui permet de créer une réglementation pour les marchés américains de la crypto avec aussi les stablecoins et ça permettra logiquement déjà pour nous qui sommes investis sur, par exemple, sur le XRP, que à ce moment-là, le stablecoin de Ripple puisse être introduit et être utilisé à ce moment-là aux États-Unis en étant réglementé. Donc ils sont en train de faire eh bien, un projet de loi on voit que dans ce projet de loi, il y a quand même une attaque. On va lire ce qui est marqué. La Chambre dispose déjà d'une base solide de représentants crypto sympathiques, y compris Richie Torres, qui ont voté en faveur d'un certain nombre de projets de loi, dont un récent. On avait vu que la loi avait été annulée. C'était un projet des démocrates pour abroger une orientation impopulaire de la SEC qui voulait faire une loi. C'était la SAP 21. Avant aujourd'hui ou demain. Le Sénat est une autre affaire avec des piliers dont Elizabeth Warren et Sherrod Brown qui jalousent une position ferme contre les actifs numériques. Donc on sait que Elizabeth Warren et Sherrod Brown, eux, sont anti-crypto. Donc on va voir cette loi qui va permettre donc aux régulateurs financiers devraient traiter les crypto-monnaies et les stablecoins. Donc ça c'est vraiment la base et on voit que ça s'enchaîne en fait, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Si cette loi est passée, ça va permettre une réglementation et une clarté pour beaucoup de stablecoins et de crypto-monnaies. Donc je pense que pour Ripple, c'est vraiment la porte ouverte aux États-Unis de son stablecoin si jamais cette loi elle est votée. Donc on espère en tout cas que cette clarté réglementaire aux États-Unis, voilà, elle arrive parce que ça va débloquer aussi des milliards sur le marché de la crypto-monnaie. On continue. Et donc on va regarder un petit peu ce que c'est que cette loi sur la crypto-monnaie, sur la FIT 21 et donc il parle, alors je vous laisserai le lien, c'est écrit en anglais, donc il parle en fait tout simplement que en Union Européenne il y a déjà la loi MiCA qui va se positionner, qu'aux États-Unis ils ont pareil fait une loi et que donc, pas aux États-Unis pardon, en UK, en Angleterre, et que donc aux États-Unis il faut qu'il y ait la même chose, il faut qu'il y ait une réglementation bien précise et ils s'en prennent un petit peu, on voit qu'ils s'en prennent un petit peu, si vous lisez, à la SEC et aussi à la SFTC en disant que les deux se tirent un peu, se tirent l'un contre l'autre pour avoir le marché de la crypto et que tout n'est pas bien régulé. Et c'est marrant parce qu'on voit dans ce projet, on voit qu'ils prennent exemple sur le XRP ici. On voit qu'ils prennent exemple en disant que, eh bien, en 2013, le XRP a eu sa clarté, mais qu'il faudrait que ça soit pour toutes les crypto-monnaies, que ça soit pas un cas unique. Alors clarté, je parle bien sûr pour l'instant clarté que ce n'est pas une sécurité, mais voilà, il y a donc vraiment une poussée pour qu'il y ait une régulation aux États-Unis et on va voir si cette loi FIT 21 va être votée.
En parlant toujours de procès, on sait qu'il y a ce procès contre Zakinov et Ripple. C'est un article qui a quelques temps, mais on voit que 75 890 détenteurs de XRP poursuivent Ripple pour violation des lois sur les valeurs mobilières. La bataille juridique se poursuit. Le silence peut parfois parler plus fort que les mots. Alors bon, après l'article il est un peu contre Ripple, comme Monsieur Hubert observe un crypto KOL Ripple. Le géant derrière XRP a été étrangement silencieux sur l'affaire Zakinov suite à une décision favorable de XRP. Cette affaire concerne des investisseurs de détail présumés qui ont acheté et vendu XRP par un exchange en quelques jours, alléguant un investissement dans Ripple. Et ce procès, logiquement, va être, il y a un avancement le 30 mai. Voilà. Et là, on voit qu'il y a un avancement. L'affaire Zenikop est prévue pour une audience publique sur le Zoom le 30 mai. Donc on peut aller le regarder sur Zoom le 30 mai pour les gens, bien sûr, qui parlent anglais. Et même moi qui parle un petit peu anglais, c'est pas facile quand ils parlent vite ou ils mâchent un peu les mots. C'est pas toujours facile. Mais on peut en tout cas le regarder sur Zoom pour voir un petit peu, parce que je pense que ça donnera un petit peu des indicateurs sur la suite du procès avec la SEC. On continue, on a sur le site, on a Ripple qui permet à Modulaire de fournir des paiements transparents au Royaume-Uni et en Europe. Donc en fait, on a Modulaire qui permet de donner des réglementations et de pouvoir implémenter en Europe et au Royaume-Uni Ripple. Voilà. Et je vous rappelle aussi qu'il y a évidemment Modulaire travaille avec Visa. Et donc ça permet aussi à Ripple de pouvoir travailler avec Visa. On a un article ici qui annonce, c'est pas récent, hein, qui annonce, il date de 2022, Module et Ripple annoncent un partenariat stratégique pour activer les paiements sans soudure au Royaume-Uni et en Europe. On voit que donc Ripple utilise comme d'habitude des partenariats pour pouvoir être réglementé dans le monde entier. Quelque chose d'étrange que j'avais vu déjà il y a pas mal de temps, parce que comme je m'intéressais à Dovu sur les crédits carbone, etc., je voulais regarder la CCRI. En fait, c'est tout simplement un indicateur. Alors vous voyez qu'ils ont écrit pour le white paper de Mika, et c'est un indicateur en fait de la consommation d'émissions de carbone de chaque crypto-monnaie. Donc c'est assez intéressant de voir la consommation pour chaque crypto, et regarder, ça faisait pas mal de temps que je comprenais pas, parce que quand je regardais un petit peu les cryptos, à chaque fois j'avais un point d'interrogation sur le XRP, qui est quand même une des plus grosses au niveau de la capitalisation. Et à chaque fois, vous voyez un point d'interrogation, vous voyez sur le site là, la CCRI, c'est marqué. Il faut savoir que la CCRI, en fait, tout est marqué sur on-chain, c'est-à-dire sur la blockchain. Tout est marqué, et en fait la CCRI elle permet justement de donner des indications pour chaque crypto-monnaie, de voir leur consommation. C'est un petit peu comme Dimitra pour la déforestation, ou Dovu pour le crédit carbone, de voir en fait s'ils sont en conformité. Et donc CCRI a quand même un poids, et là on voit qu'il y a un point d'interrogation sur la consommation annuelle, et le CO d'émission, pareil, il y a un point d'interrogation. Et en fait récemment, si on clique, on voit qu'ils l'ont mis, mais très récemment, et ça faisait très longtemps il n'y avait rien. Alors est-ce que c'était fait exprès? On va taper sur l'indice CCRI, voilà, et là on a la métrique sur l'empreinte carbone. Et là on voit le XRPL qui consomme 53, je pense que c'est 53 992 ou 53 000 peut-être, 992,5 kilowatts. Alors ce qu'il faut, c'est comparer par rapport aux autres. Regardez Dogecoin, 4,0 trilliards de tonnes de watts. C'est énorme au niveau consommation, c'est énorme. Regardez l'émission de milliards de tonnes. Et là on va regarder XRPL, 21 883,3 kilos. C'est pas énorme du tout. On a regardé le Solana à côté,
Par contre, celui qui BNB Chain, qui est lui à 7.50 000, qui est mieux. L'Ethereum, c'est monstrueux, 2 millions, je crois, 0,11 000, c'est n'importe quoi. Et alors là, regardez, c'est même pas en kilos, c'est c'est pas en kilos, c'est en millions de tonnes. On voit 73,3 le Bitcoin, donc d'émissions. Donc imaginez, et là les consommations d'électricité, bien sûr, la market cap elle est plus importante, mais même si vous faites le ratio, ce truc-là, avec les lois MiCA, etc., à un moment donné, je suis désolé, mais il va y avoir un problème avec le BTC, même avec ETH. Je pense qu'à un moment donné, il y aura un souci quand il va y avoir des réglementations sur les émissions de carbone et d'électricité. À mon avis, à un moment donné, il y aura un problème. En tout cas, c'est intéressant de voir toutes ces consommations et de voir quelles sont les... Eh bien, vous voyez par exemple Chainlink 550, c'est vraiment très peu. Voilà, c'est intéressant de voir comment sont positionnés Hedera. Regardez, Hedera, il n'y a rien de marqué sur Hedera. Je n'avais même pas remarqué. Rien de marqué sur Hedera, bizarre. Stellar, c'est pas énorme, c'est au niveau consommation par rapport aux autres. Voilà. Donc je tenais quand même à vous le montrer parce que je pense que c'est important pour les régulations par la suite et de voir les crypto-monnaies qui vont être attaquées et celles qui sont plutôt en conformité. On a un article de Ripple. Je vous avais déjà parlé pas mal de fois sur le quantique. Le quantique est quand même assez important, tout simplement pour la cybersécurité. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, les ordinateurs quantiques, ils peuvent tout simplement déverrouiller tout ce qui est crypto-monnaie, tout le hachage des crypto-monnaies sans problème. Et l'impact de l'informatique quantique sur la blockchain, alors là, on a le professeur Massimiliano Sala. Faut savoir que il y a Ripple qui finance dans beaucoup d'universités, même d'ailleurs au Panthéon à Paris, qui finance tout simplement des recherches sur la blockchain. Et là, on voit qu'il dit que tout simplement que c'est un petit peu qu'il faut absolument que la blockchain travaille sur sa sécurité en faisant des améliorations pour qu'il n'y ait pas de hackage, de hack au niveau quantique, parce qu'avec les ordinateurs quantiques, ils peuvent, même s'ils disent que pour l'instant il n'y en a pas, personnellement je suis sûr qu'il y en a, sauf que c'est à mon avis les armées qui les ont, mais qui peuvent tout simplement eh bien hacker vos wallets, et je dis bien vos wallets, même les wallets privés. Donc c'est pour ça que moi j'avais toujours eu dans l'idée, après quand je vais gagner un petit peu de sous, de regarder quelles sont les entreprises qui font des protections sur des wallets quantiques. À ce moment-là, j'investirai dans ces startups parce que je pense que ça va être l'avenir. Je voulais juste vous parler de ça. Je pense que vous savez que j'essaye d'étudier un petit peu la gématrie. Et sur je vais parfois sur des codes parce que vous pouvez avoir la gématrie sur des codes. Il y a un calcul. Et là, en fait, juste vous montrer que on peut aussi regarder. Ça, c'est le système CHA256, c'est celui du BTC, c'est de la NSA, donc celui de Ripple aussi. Et vous pouvez tout simplement en rentrant vos clés, là, le système de hachage, vous pouvez arriver à déchiffrer. Mais il faut rentrer, mais vous pouvez arriver à déchiffrer le système. C'est un peu complexe, bien sûr. Vous voyez là le chiffrement. Par contre, ils le disent bien, il faut en essayer énormément, mais il y a moyen de décoder. Mais bon, ça c'est pour des gens qui sont vraiment balèzes en décodage, mais sur ce site, il n'y a pas que le SHA256, hein, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Voilà, je laisserai le lien si vous êtes intéressé. On continue avec Ripple qui dévoile le fonds brésilien pour soutenir les projets de Ledger XRP local. Donc là en fait Ripple, la société de services et de paiement de crypto-monnaie, a récemment dévoilé un fonds local pour soutenir les projets basés au Brésil en utilisant XRP Ledger. Donc ils investissent en fait beaucoup en LATAM, c'est-à-dire en Amérique du Sud, et là on voit que c'est au Brésil où ils vont donner des fonds pour subventionner et essayer qu'il y ait une adoption du XRP Ledger dans les pays d'Amérique du Sud.
Une dernière chose, là on voit Financial Systems that Create Economy Opportunity. Alors ça date de 2022 je crois, et c'est le trésorerie américaine, c'est le gouvernement tout simplement, et on voit sur le PDF à la page 195, Appendix A, participant dans l'Executive Order Engagement Process, on voit les compagnies, et là si on descend, qu'est-ce qu'on voit? Ripple et R3. Voilà, alors il y en a d'autres bien sûr, mais dans les compagnies de crypto-monnaie, on a surtout, on voit, j'ai regardé les autres, c'est soit des banques, soit des entreprises numériques qui permettent les paiements. Mais entre autres, on voit quand même que les deux qui sont positionnés, c'est R3 et Ripple. Voilà, je vous laisserai pareil le lien si ça vous intéresse. On a la personne qui s'occupe de Ripple, qui est dans la DeFi, qui est la responsable du produit DeFi, qui s'appelle Jasmine Cooper, qui en fait parle pendant 1 minute. Alors c'est en anglais, mais elle explique en fait tout simplement l'importance de la tokenisation. Ça a été fait récemment, c'est il y a 1 semaine. On sait que Ripple ont pour objectif de ne pas se concentrer uniquement sur les paiements internationaux, mais aussi sur la tokenisation, ce qui va permettre en fait d'amener de la liquidité, et sans tokenisation, il ne peut pas y avoir d'internet de la valeur. Il faut absolument qu'il y ait cette tokenisation, que les actifs du monde réel arrivent sur le numérique, pour qu'ensuite on arrive à un internet de la valeur. Et je pense que l'immobilier va vraiment faire partie d'une grosse partie de cette liquidité qui va arriver dans l'internet de la valeur. Et Ripple se positionne dans la tokenisation, on le sait, mais là ils vous font un petit rappel. Et justement, il faut savoir que Ripple, pour la tokenisation, ils utilisent aussi une entreprise qui s'appelle Zonix. Et Zonix et Ripple partenaires apportent la tokenisation multi-asset sur le Ledger XRP. Donc il y a un partenariat, et vous voyez cet article date de 23 février 2024. Parfois ça passe un peu sous les radars, mais donc il y a de plus en plus d'entreprises qui vont utiliser le XRP Ledger. Voilà, on va juste aller regarder cette entreprise, et là on voit le cas d'utilisation. Ça c'est intéressant, c'est, vous voyez, l'immobilier ça va être énorme. Augmentation de la liquidité, opportunité d'investissement mondial. Là aussi ils tokenisent en fait tout ce qui est les trucs de luxe. Là on voit, c'est les yachts de luxe, les fonds de dette, donc ça c'est intéressant, les fonds de dette, les fonds de private equity, les factures de chaîne d'approvisionnement, le crédit carbone ESG, les actifs alternatifs, ça peut être les objets d'art, les objets de collection, etc. Les opportunités de crédit privé, et là, écoutez bien, les fonds de dette souveraine. Donc on peut même acheter les fonds de dette des pays, les fonds de CR, c'est-à-dire les financements de start-up. Donc c'est vraiment énorme. Les futurs assets promettent de transformer la propriété et l'investissement d'actifs en les rendant plus inclusifs, efficaces et adaptables à l'ère numérique, en éliminant les obstacles à l'entrée et en offrant une liquidité sans précédent. Alors, j'en ai déjà parlé beaucoup de la tokenisation, mais en fait ça va permettre aussi, par exemple, vous voyez dans l'immobilier, c'est galère, vous avez un appartement, c'est galère de le vendre, vous le tokenisez, vous le mettez en fraction, le truc il est vendu en très peu de temps. Regardez, Realty, sold out, il n'y a plus rien à vendre. Ça se bouscule au portillon. Et maintenant, c'est de plus en plus comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que ces gens-là, comme moi par exemple, je ne peux pas acheter un appartement. Par contre, une fraction d'appartement avec un petit montant, je peux. Donc on voit que ça amène aussi, la tokenisation, ça va amener aussi à avoir une autre forme de client.
C'est-à-dire que c'est des gens qui n'avaient pas accès à ces actifs numériques qui maintenant peuvent avoir accès parce que c'est des petits montants, c'est fractionné. Moi, je suis désolé, je ne peux pas acheter 98 000 $ une maison. Donc, en achetant 50 ou 100 ou 500 $, ça c'est faisable. Et voilà, donc vraiment, ça c'est, je trouve en tout cas, c'est vraiment génial cette tokenisation pour l'immobilier. D'ailleurs, on attend des nouvelles de Aesthetix qui mettent en place pour que je puisse investir par la suite sur Aesthetix. Et je vous parlerai récemment d'une autre boîte qui fait de la tokenisation parce que là, sur Realty, c'est très bien, j'aime beaucoup, mais c'est que les États-Unis et Détroit. Et j'ai envie un petit peu d'aller un petit peu ailleurs dans d'autres continents pour investir. J'ai fini pour le partenariat entre Zonix et Ripple, et je vais vous parler maintenant de quelque chose que je n'ai pas investi dedans, mais je pense que vous connaissez tous Velo, et là il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'ils vont sortir là une application de paiement Web3. Cette application s'appelle Orbit et elle est actuellement disponible en bêta test. Mais elle va arriver, je pense que ça va vraiment booster cette application. Alors il y a aussi, on a aussi le Lightnet, le partenariat avec le Lightnet qui a permis en fait à Velo d'avoir une interopérabilité et de pouvoir avoir aussi une régulation et d'être sur plus de 120 pays. C'est-à-dire que maintenant, ils sont sur plus de 120 pays en partenariat. Ça leur permet de toucher énormément de pays et donc on va voir comment ça se... Mais pour moi, Velo a vraiment un gros potentiel de retour sur investissement. Je pense que vraiment ce truc-là, ça peut être important. Surtout en Asie, je pense. Et d'ailleurs, en tout cas, c'est une théorie. Je pense que on a le gouvernement de Thaïlande qui fournit un support de 10 000 bahts aux citoyens de Wallet Digital. Donc il y a une application où ils offrent à chaque personne 10 000 bahts pour utiliser l'application. C'est comme ça que de toute façon, ils vont carotter tout le monde pour les CBDC. C'est qu'ils vont offrir, de toute façon, tous les gens vont aller dans le numérique parce qu'ils vont leur offrir une carotte, même si après, plus tard, je pense qu'il peut y avoir des petits problèmes d'anonymat et surtout de contrôle total avec la CBDC, mais en tout cas je pense que c'est comme ça qu'ils vont faire pour acheter toutes les personnes, et je pense que Velo a un partenariat avec justement les CBDC, avec le gouvernement de Thaïlande. Je soupçonne qu'il y ait un partenariat. Donc ça peut être bullish. Il y a aussi des rumeurs que ça va être listé sur Coinbase et sur Binance parce qu'il y a des gros mouvements, il y a des mouvements de fonds qui vont dans ces directions-là. Donc à voir. En tout cas, moi je ne suis pas investi sur Velo, mais je pense que c'est un très bon investissement. C'est juste que j'ai pas assez d'argent, je peux pas être partout. Pour terminer, je voulais vous montrer, ça c'est à vous de voir, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça s'appelle News Linker, et vous avez vraiment toute l'actualité sur l'informatique, sur le IoT, ça c'est très intéressant, sur l'IoT, sur l'électrique, sur le gaming, sur la robotique, et il y a beaucoup d'articles, beaucoup de choses très intéressantes, et pour les personnes qui sont dans la crypto-monnaie ou même dans les actions tech, je pense que c'est intéressant de suivre News Linker. J'ai pas de lien avec eux, hein, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses assez intéressantes. C'est en anglais, mais vous pouvez les traduire. Vous faites traduction sur Google et ça marche. J'ai terminé l'actualité, je voulais juste vous parler de la petite minute complotiste pour terminer, en espérant que ma vidéo ne va pas se faire dégager. On a un dénonciateur de Boeing qui devait d'ailleurs témoigner, qui a été retrouvé mort dans un suicide apparent le 12 mars. Voilà. Donc la personne a eu des balles, bon bref, il est mort, et c'est apparemment, je dis bien, un suicide. Comme par hasard. On continue, ça c'était le 12 mars, et là on a le 5 mai. L'avocat des deux lanceurs morts à 2 mois d'intervalle dit ne pas vouloir
spéculer sur les circonstances rapprochées des 2 décès. C'est-à-dire qu'il y a un deuxième lanceur d'alerte qui est mort d'une maladie foudroyante. Voilà, il est mort d'une maladie foudroyante, c'est arrivé comme ça. Voilà, ça c'était le 3 mai. Donc, quelles sont les probabilités que 2 personnes meurent en même pas moins d'un mois, un qui se suicide et l'autre qui a une maladie foudroyante. À vous de voir si c'est moi le complotiste ou pas. Une dernière chose, je voulais vous montrer ce que c'est qu'un rituel. Le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, est positif au Covid. Ça date du 18 janvier 2023. Et là, on est le 17 mai 2024. Le président de la Fed, Powell, est positif au Covid-19 travaillant à domicile. C'est tout simplement un rituel, et ça, c'est des rituels pour essayer de faire venir le Black Swan, tout simplement. Qu'est-ce que va être le Black Swan? Je ne peux pas vous le dire. J'ai des pistes, mais je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, ça c'est un travail tout simplement de rituel pour essayer de faire venir le Black Swan, que les énergies se rassemblent, les énergies négatives se rassemblent pour ce Black Swan, tout simplement. J'ai terminé pour la vidéo, je remercie tout le monde pour ceux qui like ou qui laissent des petits commentaires et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt, ciao.